Il y a Jérôme, il y a du... Voilà. Ah ben, bon, Ça- bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre 42e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Guillen qui est avec nous. Merci Christine d'être là. Et Christine est la CEO d'Elsalis. Elsalis qui a fait l'actualité tout récemment, c'était le 7 mai, avec une sortie industrielle. Elsalis a été racheté par le groupe italien Mediolanum Pharmaceutici. Je n'ai pas l'accent italien pour le dire, mais ça doit être à peu près ça. Ça a été donc le 7 mai dernier. Elsalis, voilà. Avril, là. 7 avril dernier. Elsalis, c'est quand même une société qui a une très belle histoire, une longue histoire. Elle est partie de Strasbourg, c'est de loin, vraiment. Oui. Hein, et elle a eu un périple à la fois très biotech avec ses hauts et ses bas, comme toutes les biotech, et des choix stratégiques que nous allons voir ensemble. Alors, comme d'habitude, notre format, c'est 20 minutes de questions-réponses entre Christine et moi. Et puis ensuite, les questions seront à la salle et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions de ceux qui participent avec nous. J'ai vu quelques financiers qui étaient là, donc ça va être intéressant de savoir ce qui les intéresse. Voilà, donc Christine, merci encore d'être là. Racontez-nous un peu cette histoire depuis le début, cet essaimage de chez Transgène et montrez-nous comment vous avez cheminé jusqu'à cette sortie industrielle. Merci Jacques Bernard et bonsoir à tous. Donc effectivement, Elsalis, nous l'avons créé il y a maintenant 7 ans, en 2013. C'est un essaimage d'équipe de Transgène. Nous étions tous des anciens de cette biotech et avec un objectif de créer une société autour des anticorps monoclonaux, puisque c'est notre expertise, et avec un portefeuille de différents anticorps, tous à des stades précliniques, mais qui ciblaient des cibles, ce qu'on appelait first in class. Et donc, on avait dans notre portefeuille soit des produits qui étaient encore au stade de HIT, qui n'étaient pas encore sélectionnés, qui n'étaient pas des candidats médicaments, et puis d'autres qui étaient un petit peu plus avancés. Donc, on était globalement entre du in vitro et de l'in vivo, avec une équipe d'une petite dizaine de personnes. Donc, on a démarré ainsi en 2013. On a effectivement procédé à une première augmentation de capital et l'entrée de nos premiers actionnaires, donc l'actionnaire historique Transgène, ensuite avec un FNA, donc Sofimac Innovation, avec l'objectif de passer des milestones de valeur et puis être en capacité de signer des accords avec des pharmas pour continuer à approvisionner le portefeuille et puis avancer ainsi jusqu'à une maturité de portefeuille qui nous permettait d'être en développement clinique. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on avait écrit au départ. Et puis après, vous avez la dure réalité de la recherche de financement. Et là, effectivement, ça a été un parcours du combattant parce que notre domaine est très capitalistique. Faire une preuve de concept en clinique pour un anticorps monoclonal, il faut compter 15 millions. Quand vous en avez 4, alors même s'ils sont à des stades différents, c'est tout de suite des montants très importants pour poursuivre le développement. Et puis une compétition très forte, puisque nous étions, et nous sommes toujours en immuno-oncologie. Là, on est plus en immuno-hémato. Et donc, au bout de 3 ans de recherche et d'interaction avec différents types d'investisseurs, différents profils. Et on a pris la décision d'essayer de maturer le portefeuille pour attirer des investisseurs qui nous disaient on viendra quand vous aurez un produit soit proche de la clinique, soit au stade clinique. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a eu une opportunité. En fait, depuis la création, depuis 2013, jusqu'à l'acquisition de notre produit lead, le Kotak, en 2017,
tous les ans, on a fait une acquisition de produits, c'est-à-dire qu'on signait des accords avec les différentes SAT. On a signé avec 2 SAT, on a acheté un produit qui est le produit pour lequel on a des développements en ophtalmologie et en oncologie, puisque c'était la cible qui nous intéressait. Et puis en 2017, donc, nous avons acheté le Kotak. Donc là, c'était vraiment le grand saut, parce que c'est un produit que je connaissais bien, puisque je suis un bébé OPI. Moi, j'ai travaillé chez OPI avec Gilles Alberici et Thierry Abriba. Et donc là, on a travaillé sur le Kotak avec aussi Claudine Vermeau-Desroches, qui faisait toute la partie préclinique. Donc, on avait une belle équipe. Et en développement médical, il y avait David Liens, qui est mon CMO aujourd'hui. Donc, on connaissait très, très bien le produit et on avait effectivement cette notion de bénéfice pour le patient qui était encore à démontrer, mais on savait qu'il y avait un potentiel important. Donc, en 2017, on a acheté ce produit qui venait de terminer une phase 3, qui était la plus grande phase 3 européenne randomisée dans une indication, dans une maladie rare, qui est la maladie du greffon contre l'autre corticorésistante. Donc, ça a été une grande expérience, puisque nous avons négocié avec une société américaine, Jazz Pharmaceuticals, pendant pratiquement 1 an, pour signer l'accord en septembre 2017. Et à partir de là, effectivement, on a décidé de lever entre 15 et 20 millions pour enregistrer ce produit en Europe et signer un partenariat aux États-Unis. Donc, on a structuré aussi l'équipe, parce que c'est vrai que notre métier s'est transformé également. On passait d'un travail très préclinique, recherche avec du design d'anticorps, à un travail de développement clinique, de stratégie d'enregistrement réglementaire. Et de préparation à la commercialisation, puisqu'on avait aussi l'ambition de relancer l'autorisation temporaire d'utilisation qui avait été suspendue en 2015. Donc, à partir de là, rechercher de l'argent avec des montants aussi importants, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, vous faites rentrer un nouvel investisseur avec une augmentation de capital, un financement privé, soit vous tentez effectivement de coter la société, ce qu'on a tenté de faire. Donc, ça a été un projet en tant que tel, puisqu'on a décidé de tenter une introduction en bourse en mai 2018. On est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du book. Et là, effectivement, ça a été une grosse déception pour tout le monde, puisque on n'estimait pas assez d'argent pour vraiment valider cette introduction en bourse. Et donc, on a décidé de reporter l'introduction en bourse. Et donc là, c'était encore une autre phase dans la société, parce qu'effectivement, quand vous arrivez à ce stade-là, il y a une stratégie pour tous les investisseurs, en général une stratégie de sortie, parce que ceux qui sont là depuis le début, à un moment, il faut qu'ils sortent. Et donc, bien là, en 2018, nous avons retravaillé notre stratégie et recentré notre portefeuille. En gros, on a réduit la voilure, on s'est concentré sur le Kotak, puisque le Kotak, c'est un anticorps qui est produit, donc c'est un hybridome, donc c'est un process de production très particulier, et donc le coût d'un lot est très important. Et notre objectif était de relancer l'autorisation temporaire d'utilisation le plus vite possible, puisqu'en fait, c'est un produit qui n'était plus accessible pour les cliniciens depuis quasiment 3 ans. Donc, relancer la TU, s'assurer d'une autorisation réglementaire et, fort de cette autorisation réglementaire, démarrer les interactions avec les autorités de santé à la fois européennes et américaines. C'est ce que nous avons fait. Et on a eu un très beau cadeau de Noël, puisque le 24 décembre après-midi, nous avons eu la notification officielle de l'ANSM pour une ATU de cohorte. Donc, c'est vraiment un beau succès, puisque une ATU de cohorte, ça montre déjà que vous avez une efficacité et un bénéfice pour les patients
significatif, avec un profil de sécurité qui est tout à fait intéressant et un besoin médical fort. Et que vous êtes dans un processus d'enregistrement. C'est aussi ça, hein, l'ANSM accorde ce type d'autorisation si vous êtes vraiment dans une démarche proactive d'enregistrement, ce que nous sommes, puisque nous travaillons d'arrache-pied en ce moment pour répondre à toutes les demandes de la FDA. Et ensuite, on ira voir l'Europe. Et nous travaillons aussi au lancement d'une étude pédiatrique internationale. Voilà donc le parcours résumé rapidement. Parfait, c'est un très beau parcours. Et puis quand même, le parcours qui se termine par une sortie industrielle. Parlez-nous un peu de cette expérience, parce que la société sort effectivement un peu peut-être éreintée de cette introduction en bourse qui n'a pas lieu, et moralement, ça doit peser sur l'esprit de développement. Et là, vous repartez à l'attaque et vous allez chercher. Comment ça s'est passé? Pourquoi justement le groupe Mediolanum? Alors, ça, c'est clair que quand vous reportez l'introduction en bourse, vous prenez le mur à pleine vitesse, hein. Donc, parce que c'est un parcours très particulier, une introduction en bourse avec un roadshow qui est très consommateur d'énergie et de temps. Et vous avez deux équipes. Vous avez l'équipe Elsalis et puis vous avez l'équipe d'introduction en bourse avec les banques, l'agence de com, les juristes, etc. Il y a un travail énorme. En fait, il y a deux projets en parallèle qui doivent se rejoindre à un moment. Et là, effectivement, ça a été très violent. Il y a eu un flottement important, puisqu'à partir du moment où c'est un échec, hein, les tensions étaient claires au niveau des investisseurs, puisqu'il y avait un désalignement dans le sens où il y avait une volonté de sortir, et là, il fallait trouver une solution satisfaisante pour tout le monde. Donc, la solution, elle est venue par le produit et par l'équipe, hein, parce que effectivement, on savait qu'on avait un produit qui était intéressant, mais cabossé, hein, qui a un parcours cabossé, ça c'est clair, mais qui a un parcours vraiment atypique et qui intéresse les partenaires et les autorités de santé. Donc, on a relancé, on a effectivement retravaillé, remobilisé tout le monde, mais tout le monde était… j'ai une équipe assez extraordinaire, hein, en termes d'engagement, de mobilisation, de conviction, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, hein, comme toutes les biotech. On a eu des problèmes de production, on a eu des problèmes de dossiers réglementaires, on a eu des problèmes d'argent essentiellement également. Donc, il a fallu remobiliser tout le monde, et puis très vite, on a vu que notre produit intéressait beaucoup de partenaires. Alors, on avait beaucoup d'interactions, mais on a vu très vite que c'était un produit qui allait intéresser un acteur de taille moyenne avec un profil commercial. C'est-à-dire, et c'est exactement le profil de Mediolanum, hein. C'est un acteur européen qui a une longue expérience dans les produits commerciaux, qui souhaite effectivement rentrer dans la partie biotech, et qui a une expansion internationale en cours avec une volonté de renforcer son portefeuille. Donc, voilà, on a discuté pendant de longs mois. Donc, et puis, effectivement, à un moment, quand la trésorerie commence à devenir de plus en plus tendue, il y a des décisions qui doivent être prises très, très, très rapidement. C'est ce que nous avons fait, et tous les investisseurs d'Elsalis se sont alignés à un moment pour dire c'est la meilleure solution pour la société et la poursuite du développement. Alors, parlez-nous de Mediolanum justement, et de la manière dont votre stratégie s'intègre dans leur propre stratégie. Vous allez devenir quelque part la pointe innovante, la recherche de Mediolanum. Ah, ils ont un pôle innovation également, hein, dans d'autres domaines. On est plutôt effectivement sur une approche produits biologiques maladies rares, avec une proximité commerciale très courte, puisque si tout se passe bien, nous devrions être enregistrés aux États-Unis en fin d'année prochaine.
et en Europe dans les mois qui suivent. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper le lancement du produit quasiment dès maintenant, pour les États-Unis dès maintenant, pour l'Europe un petit peu plus tard. Donc, il faut un partenaire qui connaisse parfaitement le domaine commercial, qui a l'habitude qui a une force de vente, et ce qui est le cas. Et donc là, il y a une synergie qui est parfaite parce que nous, on va pédaler jusqu'à l'enregistrement, et puis eux vont pouvoir valoriser tout ce travail en commercialisant le produit, et on pourra commercialiser en direct, ce qui était notre approche initialement, donc commercialiser en direct en Europe, et puis à travers un partenariat sans doute aux États-Unis. Pour bien comprendre le changement de modèle, le Kotak, comment ça s'est opéré? Parce que ça, c'est une étape importante que vous avez vécue. Tout d'un coup, vous passez à le Kotak, et ça devient votre produit principal. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez peut-être décrire aussi. Alors, c'est une étape qui… alors, on n'avait pas prévu que ce soit le Kotak. On savait avec mon président, qui était à ce moment-là Stéphane Boissel, que notre modèle manquait de maturité par rapport au retour qu'on avait des investisseurs. C'est-à-dire qu'on avait un portefeuille extrêmement amont, et on n'avait pas des produits qui dérisquaient vraiment. Et donc, il fallait qu'on arrive à équilibrer notre portefeuille avec un produit plus mature et des produits plus early. Donc, c'était dans cette optique-là qu'on avait travaillé. Effectivement, on avait licencié aussi un produit de chez Transgène qui était proche aussi de l'entrée en clinique. Mais à chaque fois, effectivement, le retour des investisseurs était… à partir du moment où on était proche de la clinique, on avait comme retour générer votre POC en clinique et puis revenez nous voir. Donc, voilà. Donc, on s'est dit, trouvons un produit qui nous permette d'avoir des revenus et de changer de modèle. C'est-à-dire que notre biotech se transforme en une société, entre guillemets, commerciale avec des revenus. Et donc, quand on a eu, et c'est notre réseau qui nous a mis en contact avec Jazz, qui nous a informé que Jazz arrêtait le Kotak. Et là, on s'est dit, ça coche toutes les cases, parce que finalement, c'est un produit qui était sous ATU, donc qui générait du chiffre d'affaires, qui est proche de l'enregistrement. C'est un anticorps monoclonal, donc nous, on connaît très bien ce type de molécule. Ça s'adresse à une population cible d'une maladie rare. Donc, en termes de force commerciale, on sait très bien que sur ce type de pathologie, quand vous êtes en contact avec les 4 centres d'excellence par pays, eh bien, vous couvrez 80% des greffes de moelle qui sont réalisées dans ce pays. Donc, c'était quelque chose qui était compatible avec notre échelle. Avec, bien sûr, il a quand même fallu passer des étapes en interne, rentrer des profils beaucoup plus, commerciaux, proches de l'enregistrement, avec des réglementaires vraiment très pointus au niveau des agences européennes et américaines. Donc, on a maturé notre portefeuille et notre équipe, tout en maintenant le socle préclinique, parce qu'on sait très bien qu'il y a un moment, cette préclinique nous permet de répondre et de soutenir notre dossier d'enregistrement, ce qui se passe aujourd'hui, très clairement. Bien, alors, on est arrivé, il est 19h20. C'est le moment des questions de la salle, le moment crucial de la question numéro 1, comme d'habitude. Qui a une première question à poser à Christine? Jacques Bertin, vous m'entendez? On entend. C'est Lise? Oui, c'est Lise. Lise Santoro, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Lise. Bonsoir Christine. Écoutez, alors, avant de poser ma question, je souhaiterais vraiment dire que je suis très très admirative du parcours de Christine, du parcours de la société. Donc un grand bravo, c'est un exemple à suivre. Merci. Alors ma question, ce serait si maintenant, avec l'expérience que vous avez, expertise vous avez, et vous recréez demain une société, qu'est-ce que vous feriez différemment dès le début? Je ne démarrerai pas la société si je n'ai pas 30 millions en termes de levée de fonds. Si je suis sur le même modèle, anticorps monoclonal, etc., il faut
il faut 30 millions pour être sûr d'être en capacité de dérouler son plan. Et puis après, effectivement, on apprend beaucoup de la manière dont on gère comment on construit son actionnariat. Et ça, c'est pas évident, hein. Et donc ça aussi, je le construirai un petit peu différemment. Et puis le portefeuille, peut-être, je suis très admirative du modèle d'Alizé, enfin, de Thierry Abriba avec ses business units, une société, un produit, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure visibilité. Quand vous êtes sur un portefeuille comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis effectivement, en termes d'équipe, ça très clairement, je referai pareil. Lise, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Et je suis sensible effectivement aux commentaires de l'importance de la construction de l'actionnariat. Oui. Je pense qu'on pourra en discuter toutes les deux, Christine. Tout à fait. Et puis le modèle, une société, un produit. Oui, tout à fait. Ouais, merci. Merci. Enfin, moi, je serais ravie de continuer cette discussion. Avec plaisir, Lise. Oui. Justement, donnez-nous quelques pistes. Ça peut être intéressant de savoir comment on construit un actionnariat. Quelles sont les choses trappes à éviter, peut-être juridiquement ou en sélection même de partenaires. En fait, là où effectivement il faut bien réfléchir au moment où vous composez votre actionnariat, c'est que vos actionnaires aient une capacité qui soit synchrone, enfin, qui soient en capacité de faire les choses tous en même temps, ou que ceux qui sont capables d'aller plus loin permettent à ceux qui doivent sortir de sortir tel que prévu. Parce qu'à un moment, il y a énormément de tensions parce que tous ne peuvent pas suivre, tous n'ont pas la même stratégie de sortie. Et ça, moi, je l'ai appris. Je ne savais pas. Moi, je suis pharmacien, donc je suis sur le produit, l'indication, etc. Et là, effectivement, j'ai appris qu'il fallait gérer les sorties de vos actionnaires. Et ça, c'est pas simple. Et effectivement, ça se travaille. Alors après, il faut quand même être lucide, hein, on est en France et moi, je ne fais pas partie des sociétés qui ont eu le plaisir d'ouvrir son capital à des actionnaires, à des investisseurs américains ou de grands Européens. Et à un moment, effectivement, ça coince. Ça coince parce que typiquement, un FNA ne peut pas aller plus loin qu'un certain montant, même si ils sont complètement convaincus par le produit, par la société, et ils ne peuvent pas. Donc là, il faut trouver une solution pour qu'ils puissent sortir. Et puis après, des partenariats industriels stratégiques, changement de stratégie, voilà, vous vous retrouvez effectivement à gérer une sortie qui était pas prévue comme ça. Donc ça, c'est pas simple. Oui, ça, c'est le côté le plus difficile. Qui a une question? Non, pas de question pour le moment. Il y a une chose qui est intéressante dans tout ce que vous nous avez dit, c'est notamment, vous l'avez souligné là, il y a quelques secondes à peine, si vous deviez repartir, vous repartiriez avec la même équipe. Qu'est-ce qui fait justement, comment ça peut être une question qui intéresse les personnes qui sont autour de nous dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui fait que cette équipe est restée complètement mobilisée avec vous, outre votre personnalité, mais comment est-ce que vous avez géré ces moments-là? Parce que c'est pas simple de gérer ça non plus. Non, c'est pas simple du tout et on a perdu des profils, ça c'est clair, mais ceux qui sont restés… Alors déjà, moi j'ai une approche très transparente, c'est-à-dire que mon équipe était au courant de la situation, quasiment des courbes de trésorerie. Bien sûr, je ne pouvais pas tout partager sur les discussions actionnariales, mais ils savaient qu'il y avait des difficultés, de grosses difficultés. Mais à chaque fois, je leur expliquais quel était le prochain milestone
Et puis après, ben, c'est des profils hein, dans les sociétés. C'est des gens qui ont un profil entrepreneur, hein, c'est-à-dire qui avancent, qui sont extrêmement motivés par le sens de ce que l'on fait. Ça, c'est vrai que c'est ce qui nous a porté, hein, parce que le Cotax, c'est une pathologie gravissime. Les patients meurent dans plus de la moitié des cas, enfants, adultes. C'est un produit qui a traité plus de 1000 patients. Voilà, on sait que ça a un intérêt. Et c'est vrai que la première fois qu'on a envoyé un traitement, voilà, on était tous très, très fiers parce qu'on a été capable de le reproduire, parce que ce n'était pas simple. On a réussi à le reproduire. On a obtenu une autorisation de la NSM alors que c'était un produit qui avait été arrêté quelques années en arrière. Les patients, enfin les cliniciens ont retraité des patients qui sont à des stades dont le pronostic vital est engagé. Donc ça, et après, ce qui nous porte et ce qui porte aussi toute l'équipe, c'est de passer les jalons, quoi, parce que effectivement, alors on se prend que des claques, hein, ça c'est clair. Hein, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Quand on rencontre quelqu'un, quand on présente notre produit, ça marchera pas. On se prend que des claques. Et après, donc il faut être solide sur ses fondations et se dire bon, ok, on entend bien quand vous n'êtes pas dans le dossier, on sait où sont nos forces, on s'améliore. Ces claques nous permettent aussi de nous améliorer dans la manière dont on présente le dossier, de prendre en compte ces points-là. Mais effectivement, c'est une équipe qui est convaincue par le produit. C'est une équipe qui a su s'adapter, parce que moi, mon équipe préclinique, quand on a démarré la société, on était sur des modèles vitro-vivo, et aujourd'hui, ils sont en train de préparer le package préclinique BLA et le package CMC pour enregistrer un BLA aux États-Unis. Donc, ils ont sauté, vraiment, ils ont franchi l'étape. On a renforcé des profils, on a des profils très, très expérimentés qui vont nous rejoindre maintenant que nous avons les moyens de consolider notre équipe. Et voilà, c'est la transparence. Accepter aussi, on a perdu des profils que je regrette, mais je ne pouvais pas donner de perspective. Je ne pouvais pas. Donc, ceux qui restaient savaient très bien que dans 1 mois, 2 mois, peut-être que la société allait déposer le bilan. Bien, merci pour ce témoignage. Une question au passage, ou pas? Oui, bonsoir, Jérôme Thiollier. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Médolanum est une spécialité pharma de Middlesex, Oui. comme on en connaît dans certains pays. On comprend très bien pourquoi il s'est intéressé à l'Ecotac. Ma question est plus sur le portefeuille que tu as développé en développement préclinique. Quelle est la volonté de Médolanum en fait, de poursuivre cette activité de R&D dans les autres? Alors, aujourd'hui, très clairement, Mediolanum a acheté Elzalis pour le Cotac, mais également pour l'expertise de l'équipe et son portefeuille. On travaille sur l'asset en ophtalmologie, puisque quand on a acheté le produit en ophtalmologie et en oncologie, donc il cible la cible CD160 qui est exprimée dans les néovaisseaux, donc dans le cas de DMLA et de rétinopathie diabétique, et aussi en oncologie, puisque c'est un immune checkpoint inhibiteur, mais sur les NK. Très clairement, l'ophtalmologie, et ça a été notre point de convergence. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Mediolanum, parce qu'ils avaient un intérêt aussi sur ce produit, et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Alors effectivement, ça a pris des années avant qu'ils rachètent la société, mais c'est par cet angle-là. Donc, l'ophtalmo, aujourd'hui, on a relancé une activité préclinique pour renforcer notre socle de POC in vivo, puisqu'on a 2 POC in vivo chez le primate non humain dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et on est en train de la renforcer avec une POC in vivo dans la rétinopathie diabétique, puisque tout le travail qu'on a fait justement sur le pan oncologie nous a permis de démontrer qu'on avait des intérêts, un axe intéressant dans la partie anti-inflammation. Donc, et puis en parallèle, bien sûr, il y a l'oncologie qui est un petit peu notre point d'attraction et qui est également poursuivi.
On continuera à renforcer le portefeuille, ça j'en suis convaincue, mais avant de pouvoir renforcer ce portefeuille, il va falloir que l'on passe nos grosses étapes avec le COTAC. Donc, on en a une en septembre là, avec la FDA, et puis début d'année prochaine. Et si on passe tout ça, je pense qu'on pourra discuter le renforcement du portefeuille. Ok, merci. Merci, Jérôme, vous aviez une autre question ou pas? Oui, alors je ne sais pas si Christine pourra répondre, mais quelles sont les prévisions de vente prévues sur ce produit? Parce que on sait que c'est un petit produit, donc c'est aussi pour ça que certains investisseurs n'étaient pas forcément très intéressés. Exactement. C'était un vieux petit produit. Voilà, donc est-ce que tu peux en dire plus sur les prévisions de vente? Et quelle est la stratégie d'Elsalis et de Mediolanum en termes de production et d'industrialisation de ce produit? Alors effectivement, c'est un petit produit, c'est un vieux petit produit, mais qui est extrêmement intéressant. Le marché Europe-États-Unis est estimé à 300 millions. Maintenant, quand on rentre effectivement dans le détail, on voit bien que le marché américain est beaucoup plus intéressant que le marché européen en termes de valeur et de prix, surtout de prix, puisque effectivement on espère avoir un prix plus important aux États-Unis. Donc c'est ça, donc c'est un marché qui n'est pas en milliards comme l'OFTA, comme les immune checkpoint inhibitors, mais c'est un marché qui est très correct. Et en termes de stratégie, l'objectif, c'est qu'on puisse effectivement gérer l'Europe, en tout cas les 5 pays majeurs en Europe. Et les États-Unis, sans doute une approche partenariale. Et tu avais un point sur la prod, c'est ça? Excuse-moi, Oui. Oui, sur la production. Oui, alors en fait, notre partenaire, c'est LFB Biomanufacturing, donc à Alès, donc qui est le producteur historique. Historique, le premier, c'était Mapgen, qui a été racheté par LFB Biomanufacturing. Donc, c'est vraiment un produit qui est ancien. Et LFB Biomanufacturing, maintenant, avec le site, l'agrandissement du site d'Alès, est en capacité de fournir le marché Europe et américain. Donc, ça, c'est très intéressant dans les discussions partenariales parce que dans l'enregistrement d'un produit biologique, alors effectivement, la clinique est clé. Mais ce qui peut tuer le produit, c'est la partie fabrication, parce que c'est quand même très compliqué. Et là, on est avec un partenaire qui est en capacité de répondre aux besoins Europe et États-Unis, voire Chine, puisqu'on a eu des discussions avec un partenaire chinois qui acceptait qu'ils importent notre produit, mais je crois que ce n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Bien, merci. Une autre question? Ou pas? On va attendre 2 secondes. Bien. On parle beaucoup de souveraineté dans toutes nos conférences. Le mot revenait effectivement très souvent. Est-ce que on peut être souverain? Est-ce qu'on peut avoir demandé une souveraineté dans la production d'anticorps en France? Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup de développement, beaucoup de replis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces questions-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi, j'ai été ravie de voir que la BPI avait identifié c'est l'axe en investissement d'avenir, il y avait un axe bioproduction qui avait été identifié. Donc, moi, je ne peux que soutenir cette approche-là parce qu'effectivement, ce sont des sites de production, c'est un enjeu stratégique puisque les sociétés restent implantées, les compétences restent dans le pays où il y a ces sites de production et on est tout à fait capable de le faire en France. Maintenant, effectivement, on voit les difficultés de ceux qui ont des sites de production. Mais là, aujourd'hui,
c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi à la BPI. On est quand même l'exemple. Alors, certes, c'est un bioproduit, mais c'est un produit qui a été développé par des cliniciens français qui ont piloté la plus grande étude randomisée européenne, donc entre 2009 et 2015, et avec un produit qui est produit en France et qui peut être exporté aux États-Unis et approvisionner le marché européen. Et avec un site qui a été approuvé par la FDA pour un autre produit, mais qui est tout à fait en capacité de le faire. Donc, on a les moyens de le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a les choix stratégiques? Est-ce que les choix stratégiques sont faits dans ce sens-là? Moi, malheureusement, on a l'illustration que ça n'intéresse pas vraiment parce que BPI n'est pas notre capitale. On n'a pas eu la possibilité effectivement de valoriser cette filière bioprod qui est clé. Bien. Quelle est la question suivante? Ah, ça y est, il y en a une. Arnaud Pilar, est-ce que vous pouvez poser votre question en direct? Il suffit que vous décrochiez votre… Oui, bonjour. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Oui, dans votre gestion des budgets, parce que j'ai bien compris que la levée de fonds était difficile, donc vous avez dû gérer vos budgets de manière très, très serrée. Oui. Comment avez-vous réparti les missions en interne ou en externe, sous-traitance interne en Europe ou aux USA? Alors en fait, on est volontairement resté sur une équipe interne très restreinte. Et on a travaillé beaucoup avec des partenaires, des consultants et des prestataires pour avoir cette flexibilité d'être en capacité de réduire la voilure de nouveau quand le temps est difficile. Il y a une limite à ce type de modèle, hein, très clairement, parce que en fait, vous êtes à un moment, les aspects stratégiques sont complètement externalisés. Donc ça, c'est vraiment la limite. Maintenant, effectivement, on a la chance d'avoir des profils extrêmement expérimentés et puis qui sont fidèles, hein, parce qu'on a des gens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années malgré toutes ces tempêtes et qui sont restés là parce que je pense qu'effectivement ce que nous faisons a un sens, le produit a une valeur et puis on était tous convaincus qu'il y aurait une sortie à un moment. Et aux USA, vous avez aussi vous avez vos équipes internes ou c'est… Alors, aux USA, on travaille avec un agent réglementaire US. On a des cliniciens américains. On a 2 cliniciens américains qui sont venus avec nous rencontrer l'agence américaine avec un clinicien français. Et on travaille mais à dose très faible avec des gros cabinets réglementaires pour nous aider dans les interactions avec l'agence américaine, mais on a fait le choix de partir avec des profils plutôt freelance, expérimentés et agiles parce qu'on est tout petit. Et donc, quand on arrive dans des gros cabinets, on n'est pas le dossier qui est en priorité. Donc, on a fait le choix de prendre plutôt des freelances. Alors, c'est à double tranchant aussi, hein, mais pour l'instant, on a toujours eu beaucoup de chance et ça marche très bien. Merci. Bien, merci. Une question qui nous vient de la salle. Pour développer le domaine de la bioproduction, Christine, il semble critique de soutenir la partie drug development qui malheureusement est peu soutenue. C'est votre parcours. Comment l'interprétez-vous? Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Et pourtant, tous ceux qui sont dans ce domaine-là, je pense qu'on rencontre effectivement, il faut approvisionner le pipe. Et pour approvisionner le pipe, il faut faire du drug développement. Et malheureusement, quand vous faites du drug développement, on vous dit qu'il faut faire de la commercialisation. C'est très compliqué. Je pense c'est notre problématique pour les sociétés françaises est structurelle. On a un problème de financement, on a un problème de capitaux propres. Donc, automatiquement, il y a une attrition qui se fait et qui n'est pas dans le bon sens. Et malheureusement, je pense qu'on
on perd de belles opportunités de développement parce qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, très clairement, nous, dans notre portefeuille, il y a 2 produits qui dorment, qui ont une valeur qu'on estime très importante, mais c'est du drug développement, ça prend du temps et malheureusement, on est obligé de prioriser. Alors maintenant, on est dans un autre environnement, donc j'espère que ça va se décoincer. D'accord. Ben justement, c'était la dernière question. C'est comment justement ça va s'articuler tout ça avec Mediolanum. Comment est-ce que vous allez défendre vos positions? Parce qu'il faut les défendre et surtout il faut défendre ces deux fameux produits ELB01 et ELB021 pour les soutenir. Est-ce que finalement ça, à un moment donné, vous rêvez pas de les externaliser pour nous monter une business unit? C'est vrai que ça a été une réflexion d'une business unit Le Kotak, effectivement. Oui, il y a un rationnel à pouvoir constituer une business unit, mais aujourd'hui, on sait que l'ophtalmo, c'est un asset qui est quasiment mûr pour trouver un partenaire. Donc ça, je pense qu'on va être en capacité de le faire l'année prochaine. Et puis pour ELB21, on est en train de bien avancer sur le mécanisme d'action et j'espère qu'on aura une preuve de concept l'année prochaine. Et se battre avec Mediolanum pour défendre, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On est plutôt, on a signé en avril, donc en pleine période de Covid, donc on s'est revu très récemment. Moi, je suis allée à Milan, c'était au mois de novembre, et après, on s'est revu la semaine dernière quand le deal était fait. Donc, il faut maintenant, les équipes sont en train de rentrer en contact, d'apprendre à se connaître, et puis voilà, il y a un enjeu d'intégration. Mais ce qui est totalement agréable et confortable, c'est qu'ils veulent vraiment qu'on ait les moyens pour réussir l'enregistrement de Le Kotak et effectivement, ils sont ouverts à regarder ce qui se passe dans le portefeuille. Mais pour l'instant, on a de telles priorités et on a, on vous l'avait dit, la société est arrivée à genoux, hein, donc, et l'équipe aussi. Et il faut remobiliser tout le monde, même si personne n'a lâché, mais il y a une grosse fatigue. Et puis l'environnement Covid vraiment a accentué ça. Et là, il faut qu'on se déconfine. Donc là, on commence à se retrouver un petit peu, mais pas tous et pas au même moment. Donc, on n'a même pas célébré cet accord. Donc, vous voyez, on est encore dans une phase, on démarre. Voilà. Mais je suis très confiante et ils sont c'est très agréable de travailler avec eux. Ouais. Il est 19h43. Merci Christine pour cette belle intervention et toutes ces explications. Alors, comme d'habitude, hein, je fais la pub pour les prochaines conférences. Je vous invite demain soir à 19h. Nous serons avec le PDG de Advanced Biodesign qui, lui, a eu un financement de 9 millions d'euros juste avant fin 2019, hein, il est dans l'anticancéreux. Ensuite, on a Lise Santoro qui est avec nous et qui a posé une question tout à l'heure. Lise, qui est l'ancienne directrice générale de Magnificence, plus une carrière exceptionnelle au ministère où elle a travaillé sur le statut des JEI et donc elle a les 2 points de vue. Donc ça, c'est avec Lise, on sera jeudi 11 juin à 19h et puis on continue la semaine prochaine. En attendant, nous, on écrit la lettre Biotech Finance qui doit paraître vendredi. Donc, c'est un peu de travail à faire parce qu'il y a de belles nouvelles cette semaine. Entre autres, je signale qu'on va parler d'un investissement et du premier investissement de Takeda Venture en France. Et ça, c'est une très belle nouvelle parce que ils arrivent effectivement aussi dans l'immunothérapie. Donc, ils vont investir en France. Et puis, on a vu que Hervé Brailly continue et devient CEO d'une petite biotech bretonne. C'est les racines bretonnes de Hervé qui parlent. Voilà. Merci encore à tous d'être venus nous voir ce soir. Merci Christine pour cette intervention. Merci à vous, Jacques Bernard. Merci à tous. Et à très bientôt. Et bonne soirée. Merci. Au revoir.